Bienvenue à l'émission Mon argent, mon comptable, au 1570 AM, Radio Vertière, tous les dimanches de 14 à 16 heures. Avec Vladimir Gelin, co-animateur, journaliste, conseiller en sécurité financière. Maître Madouanika Cadet, spécialiste en politique internationale. Hugues Jean-Claude, spécialiste hypothécaire et courtier immobilier. Maître Paul Rachel Cadet, correspondant en Haïti. Marlene Tillus, chroniqueuse sportive. Anthony Georges-Pierre, professeur, auteur et historien. Docteur Jean-Yvon Pierre, spécialiste en médecine chinoise et acupuncture. Jean-Gary Cadet, comptable et animateur. Restez à l'écoute de votre émission Mon argent, mon comptable. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, amis de Facebook. Comme d'habitude, nous avons une émission bien garnie pour vous durant les 2 prochaines heures. Nous allons avoir plusieurs invités pour vous, auditeurs et auditrices. En l'occurrence, le docteur Jean-Claude Tardif de l'Institut de la cardiologie de Montréal. C'est celui-là qui fait la recherche sur la colchicine. C'est un médicament qui pourrait même sauver, et imaginez-vous, la planète entière. Donc, le docteur est Tardif, bien sûr. Et nous allons également avoir Nathalie Pierre-Antoine, conseillère. Et puis, elle va nous parler de quelque chose qui se passe dans Rivière-des-Prairies, pas mal vite. Et nous allons également avoir le docteur Franz Pierre. Et puis, ainsi de suite, ainsi que Catherine Lafrance, directrice de la FPJQ. Fédération professionnelle des journalistes du Québec, donc association où je suis membre. Donc, on aura l'occasion de parler avec Mme Lafrance. Lafrance, OK. Et puis, vous pouvez nous envoyer vos questions par texto 514-605-6224 ou via Facebook. Et que la programmation habituelle va continuer avec Anthony Georges-Pierre, professeur, historien, et le docteur Jean-Yvon Pierre avec sa chronique habituelle, La santé, ses richesses. Et mesdames et messieurs, je vous demande de rester bien branchés à votre émission préférée, Mon argent, mon comptable, sur les ondes du 1570 AM. Et c'est GLV Radio Vertière, bien sûr. Tout d'abord, on va commencer avec notre journaliste, ici même, M. Vladimir Gelin. M. Gelin, est-ce que ça va bien jusqu'à présent? Bonjour Gary, malgré les circonstances, malgré le confinement, regarde, on est tous confinés, je suis confiné à la maison, je fais l'émission de la maison ces jours-ci, en tout cas pas mal, tout ce qui se fait à la maison. Il y a toi qui est pas mal brave, qui est en studio, mais au moins tu es tout seul. Non, ça va bien jusqu'à présent. C'est sûr qu'on n'est pas habitué avec ces affaires-là, Gary. Pandémie, la maladie, la COVID-19 ou le coronavirus, ça fait vraiment des changements dans la vie des gens, dans la vie de toute personne. Le pire, c'est parce que c'est le monde. C'est le monde qui est pris avec ce virus-là. Donc, ce n'est vraiment pas évident. En tout cas, une chose est sûre, dans les prochaines semaines, les prochains mois, quand la vie va reprendre, j'ose espérer que la vie va reprendre rapidement, mais c'est sûr, il va y avoir des changements. On va devoir changer nos comportements, nos façons de faire, nos façons d'agir.
Gary, comme je pense que c'est Boukhar Diouf qui l'a dit, parce qu'on sait que Boukhar Diouf, il est biologiste, et ainsi qu'il est océanographe, il a dit qu'il fallait que ça prenne une petite bibite, un petit virus pour changer la face de l'humanité. Donc, un petit virus. Ouais, ben c'est quelque chose. Imagine, ça te prend un microscope pour voir la COVID-19. Mais bizarrement, l'impact que ça fait, c'est toute la planète qui en souffre. Donc, on comprend que ce n'est pas une chose évidente. Ah bon? En tout cas. Donc, commençons avec le docteur Tardif. Exactement. Exactement. Alors, bonjour tout le monde. Comme on vous l'avait promis, depuis le début de la crise, nous vous avions dit que nous, on s'occupe des médias. On n'est pas des spécialistes. On est allé chercher les personnes ressources pour répondre à vos questions, pour comprendre mieux ce qui se passe. J'avais vu passer rapidement sur une annonce de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et puis là, ça a attisé ma curiosité pour aller faire une recherche. En faisant la recherche, mais je suis tombé sur un test possible d'un médicament pour combattre le coronavirus. Premièrement, je suis content du fait que c'est un test canadien, en plus québécois, à la rigueur, je dirais même montréalais, parce que ça se passe à Montréal. J'ai dû contacter la personne responsable de cette recherche-là. Il est directeur du Centre de recherche de l'Institut cardiologique de Montréal. Il s'agit de Dr Jean-Claude Tardif. Bonjour, Dr Tardif. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Donc, Dr Tardif, vous et vos chercheurs, vous êtes en train de mettre sur pied un traitement pour combattre la COVID-19. Parlez-nous de ce traitement, Dr Tardif. C'est en fait un vieux médicament qu'on appelle la colchicine. La colchicine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour traiter la goutte et une autre maladie causée par un virus qu'on appelle la péricardite virale. C'est un médicament qu'on prend en pilule, là. C'est administré oralement et c'est un puissant anti-inflammatoire. OK. Donc, vieux médicament, comme vous venez de le dire, est-ce qu'on peut dire à quelque part les vieilles choses, entre guillemets, sont toujours les bonnes choses? Ben, possiblement. Il faudra le prouver dans l'étude que nous avons lancée, là, de grande envergure. En fait, c'est la plus grande étude qui teste un traitement pour la COVID-19 au monde. C'est une étude dans laquelle nous avons besoin de 6000 patients qui acceptent de participer pour tester l'hypothèse que cette colchicine va prévenir les complications. OK. Docteur, je suis en train, parce que vous m'aviez envoyé le communiqué de presse, je suis en train de regarder, je vois que ce test-là, c'est pour les personnes qui seront testées positivement de la COVID-19. C'est surtout pour les adultes, les gens, à partir des gens de 40 ans et plus. Pourquoi à partir des gens de 40 ans, docteur Tardif? Parce que c'est vraiment les gens plus âgés qui sont à risque plus substantiel de complications de la COVID-19, c'est-à-dire besoin d'être hospitalisé, besoin d'être intubé, avoir une ventilation mécanique avec un respirateur ou même le décès. Alors, on veut prévenir les complications de la COVID-19 et on veut donc le faire chez les patients qui sont particulièrement à risque, qui sont les gens au-dessus de 40 ans, qui ont
d'autres facteurs de risque. Ça peut être soit qu'ils sont diabétiques, ou qui font de la haute pression artérielle, ou qui ont des maladies de cœur, ou qui font de l'asthme, ou qui ont plus de 70 ans. Tous ces critères-là nous font dire que ce sont les patients qui sont plus à risque d'avoir des complications de la COVID-19, raison pour laquelle nous incluons ce type de patients-là dans l'étude qui s'appelle Col-Corona. Exactement. L'étude Col-Corona, c'est ce qu'on avait vu que votre institut, l'Institut cardiologique de Montréal, a lancé. Mais j'ai été un peu surpris, M. Tardif, parce que moi, dans ma tête, Institut cardiologique se réfère à généralement, principalement avec les problèmes de cœur, les problèmes cardiaques, mais j'aurais pas pensé que vos chercheurs se seraient penchés sur le coronavirus. Oui, ben, c'est une bonne question. Écoutez, c'est que moi, mon groupe travaille sur le rôle de l'inflammation dans différentes maladies depuis très longtemps. Et en fait, nous venons de publier avec le même médicament dont on parle, la colchicine, nous venons de publier un article important dans le plus grand journal médical au monde, qui est le New England Journal of Medicine, avec cette colchicine que nous avons évaluée chez 4700 patients. Et nous avons démontré des bénéfices cardiovasculaires importants de la colchicine. Et nous avons démontré également la bonne tolérabilité et la sécurité de la colchicine. Alors, on est parmi les gens au monde qui ont le plus d'expérience avec cette colchicine et on a posé l'hypothèse que réduire la réaction d'inflammation et la réaction de la réponse immunitaire du patient pourrait prévenir les complications de la COVID-19. D'accord. Docteur, vous, à Montréal, vous êtes en train de tester la colchicine, tandis que le docteur, ou plutôt le microbiologiste français Didier Raoult, lui, il parle de la chloroquine. Quelle est la principale différence entre ces deux médicaments-là, docteur Tardif? Oh, c'est très, très, très différent. Il n'y a absolument aucun lien entre les deux médicaments. Donc, la colchicine, je vous l'ai dit, c'est un médicament extrêmement efficace qu'on utilise très fréquemment pour traiter la goutte, pour traiter la péricardite due à un virus. Et on voit moins au Québec l'autre entité, mais la fièvre méditerranéenne familiale, le FMF, est une maladie qui est très bien traitée par la colchicine. Alors, on sait bien que la colchicine fonctionne. Nous, on vient de démontrer en plus récemment qu'elle prévient les complications après une crise cardiaque. Alors ça, c'est la colchicine. Mm-hmm. Maintenant, effectivement, l'autre médicament qui est testé par un microbiologiste en France, on verra ce que ça va montrer, mais l'important que j'aimerais que les gens se rappellent, c'est que nous, on fait une étude dans les règles de l'art, dans le sens, on fait une étude de 6000 patients qui va donner une réponse définitive, contrôlée par un placebo. Et donc, à la fin de l'étude, on aura véritablement là, une réponse définitive qui nous permettra de dire est-ce qu'on doit traiter ou non tous les patients avec ce médicament-là. Nous, on croit que la seule façon là, de faire avancer la médecine puis les traitements, c'est de faire des études dans les règles de l'art, contrôlées par placebo. Et c'est pas tout à fait le cas de ce qui a été fait jusqu'ici avec l'autre médicament. Donc, les gens parlent de vaccins, docteur Tardif. Nos gouvernements, nos chefs d'État ont parlé un vaccin pourrait voir le jour 12 mois plus tard. Mais vous parlez si les patients qui décident de s'adonner à l'étude, si ça marche, donc en fin de compte, la colchicine peut sauver des vies avant qu'un vaccin arrive dans ce cas-là. Vous avez tout à fait raison. Et on s'entend pour dire que la façon de régler de façon définitive cette pandémie, ce serait un vaccin qui fonctionne bien et qui est sécuritaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, vous avez raison. Je pense qu'il est plus raisonnable de penser que le vaccin sera disponible dans 9 à 18 mois. Mm-hmm. Alors, entre-temps, il faut avoir des solutions pour prévenir toutes les complications de la COVID-19, incluant évidemment les hospitalisations
la ventilation mécanique et le décès. Et c'est pourquoi on est excité par notre approche de prévenir cette tempête d'inflammation qui survient chez les patients avec COVID-19. Et nous croyons que c'est la raison pour laquelle certains patients développent des complications. Alors, notre approche, vraiment, est pour prévenir les complications de la COVID-19 et on l'espère transformer cette maladie qui a causé maintenant beaucoup de décès et de complications, la transformer en une maladie beaucoup plus bénigne. Docteur Tardif, et quel est le rapport avec les globules blancs? Oui. Alors, dans cette tempête d'inflammation qui survient, qui mène, on croit, aux complications, en fait, ce sont les globules blancs, les cellules qui circulent dans le sang des patients, qui, au lieu de simplement s'attaquer au virus, à l'agresseur, se mettent à tellement être activés qu'ils, non seulement ils attaquent le virus, mais ils attaquent les organes du propre patient, dont les poumons. Et nous croyons que c'est la cause de la complication principale de la COVID, là, qui est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, alors, dans ce cas-là, est-ce que ça va être le dosage qui doit être adapté pour que les globules blancs, qui sont les protecteurs justement de l'organisme humain, pour que ces globules-là ne soient pas attaqués par le médicament? En fait, ça sera le dosage qui doit être ajusté. C'est bien cela, si je comprends bien? Oui, on a beaucoup d'expérience, nous, avec la colchicine. Et donc, on l'utilise à faible dose. Et nous croyons que c'est la bonne dose qui permettra d'avoir cet effet pour prévenir cette tempête d'inflammation. Admettons, docteur, que tout fonctionne. Est-ce qu'on peut dire que c'est terminé le confinement à la maison? Alors, il y a un si, là, comme vous l'avez dit, mais lorsqu'on a terminé le recrutement et qu'on aura les résultats de l'étude, vous avez raison, si l'étude était positive, et montrait qu'on prévenait les complications, ça transforme le portrait de cette maladie-là, pas seulement au Québec, en passant, mais évidemment sûrement dans tout le reste du Canada et sur la planète. Et oui, si on réduisait de façon dramatique les complications, oui, ça pourrait, si on arrive à le démontrer, on pourrait tout à fait envisager de mettre fin au confinement si l'étude est positive. J'ai un ami personnel, Dr Tardif, qui présentait des symptômes en tout cas, il avait de la difficulté respiratoire. Je l'ai inscrit sur le site de l'étude. En tout cas, j'ose espérer que l'Institut le contactera parce que d'après les symptômes, d'après ce qu'il m'a expliqué comme symptômes, on dirait, j'ai tendance à dire qu'il pourrait être testé positif. Donc, il serait un des candidats idéal pour cette étude-là, d'après moi? Absolument. Alors, il faut qu'il ait 40 ans. Il faut qu'il y ait un diagnostic de COVID-19 et qu'il ne soit pas hospitalisé. S'il respecte ces critères-là, donc effectivement, il devrait appeler au numéro de téléphone. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, au 1-877-536-6837. Et donc, votre collègue, votre ami peut nous appeler 24 heures sur 24. Nous allons vérifier ses symptômes. Et s'il est éligible, on pourra l'inclure effectivement dans l'étude. Et habituellement, docteur, on voit lors des études cliniques et que vous payez les gens dont à peu près $500, $600. Pourquoi dans ce cas-là, on ne paye pas les gens? Alors, il est rarissime qu'on paye des patients dans des études. Nous, à l'Institut de cardiologie de Montréal et dans les universités, en fait, nous ne payons jamais les patients, sauf de petites dépenses telles le stationnement ou des transports. Maintenant, dans cette étude-ci, il n'y a aucun transport requis puisque le patient appelle de chez lui pour nous contacter, nous expliquer ses symptômes et nous livrons le médicament à sa porte et le patient ensuite est suivi au téléphone. Alors, il n'y a aucun transport. Nous ne payons pas les patients. Il y a peut-être certaines compagnies privées qui le font dans d'autres circonstances, mais nous faisons de la recherche académique, universitaire, médicale. Ce n'est pas en lien avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, nous ne payons jamais les patients. Ils doivent le faire parce qu'ils pensent qu'ils vont rendre un service peut-être à eux-mêmes, peut-être à leur famille et surtout à toute la société. C'est un geste sociétal qui est fait de participer
à cette étude. On parle pas de... C'est pas là. Il n'y a personne qui devrait être en train de faire de l'argent pour ça, là. On est en train d'aider la société à se guérir. Non, c'était juste pour activer le nombre de personnes que vous en avez besoin. Je sais que c'était 6 000. Donc, comme ça pourrait vraiment activer le nombre de cas le plus rapidement possible. Non, les patients devraient participer de façon volontaire et bénévole. Et de toute façon, nous ne payerons jamais un patient pour participer. Ils doivent le faire de façon volontaire et bénévole. Et donc, si le patient a des symptômes, qu'il est inquiet, nous lui offrons un service de lui parler immédiatement, 24 heures sur 24, de répondre à ses questions, à ses inquiétudes et de le suivre. Est-ce que jusqu'à présent, docteur Tardif, je vous demande pas de me donner un chiffre, mais est-ce que les patients répondent, ceux qui sont du moins testés positivement de la COVID-19, est-ce qu'ils répondent comme qu'ils veulent participer à l'étude? Oui, il y a beaucoup de patients qui répondent, mais 6 000 patients, c'est un grand nombre de patients. Alors, on a besoin qu'encore plus de patients répondent. Nous avons, pour cette raison-là, pour accélérer le recrutement, nous avons demandé à des collègues de New York, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, de la Californie et de l'Espagne de nous aider avec l'objectif de terminer le recrutement le plus rapidement possible. Mais même si nous avons ces autres régions-là qui recrutent des patients, il reste que ce qu'on espère, c'est que les Québécois vont participer. Et j'espère qu'une émission comme la vôtre, il y a des gens qui vont entendre, qui ont peut-être des symptômes compatibles, comme de la fièvre, de la toux, de l'essoufflement, des douleurs musculaires, perte de goût ou de capacité d'odorat. Ouais. Si les gens ont ces symptômes-là, sans autre cause évidente, ils devraient appeler pour qu'on les inclue dans l'étude. Ils vont faire un geste important pour la société. Donc, c'est sûr que c'est très important. Les gens, je m'adresse surtout à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Le numéro, je rappelle, c'est le 1-877-536-6837. Le 1-877-536-6837. C'est l'étude avec l'Institut cardiologique de Montréal, le groupe expert qui font un test clinique pour le médicament, la colchicine, pour les gens qui auront des symptômes de COVID-19. Vous venez d'écouter le docteur qui vient de vous donner les symptômes, perte de goût, perte d'appétit, fièvre, toux, douleur musculaire, en tout cas, toute difficulté respiratoire. Si vous pensez présenter un de ces symptômes ou vous avez quelqu'un de votre entourage qui présente ces symptômes-là, ben, contactez les experts du docteur Jean-Claude Tardif et vous aurez dans les heures qui suivent, docteur, je pense que dans les 4 heures qui suivent, le médicament est arrivé devant, en tout cas du moins pour nos patients québécois de Montréal, le médicament est arrivé à leur porte, quelque chose comme ça, c'est ça? C'est exactement ça, c'est la même chose partout au monde. Nous avons des dépôts de pharmacie locaux un peu partout là dans les pays dont je vous ai parlé, mais pour Montréal, effectivement, les gens recevront le médicament en dedans de 4 heures du moment qu'ils nous ont appelés. Jusqu'à présent, docteur, est-ce que ça va bien dans vos études? Ça va bien, mais comme je l'ai dit, recruter 6 000 patients dans une courte période de temps, c'est énorme. Alors, nous avons encore plus besoin de l'effort des Québécois, des Montréalais, en espérant que des émissions comme la vôtre vont rejoindre des gens qui sont peut-être à leur maison, qui sont confinés à leur maison avec des symptômes. Et j'espère que votre émission va les convaincre de nous appeler rapidement. C'est sûr, docteur, on va lancer la machine. La machine, dès maintenant, elle est déclenchée pour que les gens puissent appeler. Puis, on est certain. Moi-même, je l'ai testé cette semaine pour mon ami. Ça marche. Les gens, votre équipe, vous répondez, c'est vraiment rapide. Moi, j'encourage les gens à vous appeler. Donc, ce n'est pas difficile. Contactez l'équipe de Dr Tardif, 1-877-536-6837 pour tester si vous pensez être atteint de la COVID-19 ou du coronavirus, mais appelez à l'Institut cardiologique et l'équipe du Dr Tardif fera le suivi et vous serez entre de bonnes mains. Docteur Tardif, je sais que vous êtes un homme super occupé. Merci pour le temps que vous nous accordez et espérons que les gens vont répondre
positivement à l'étude, pour que vous aurez minimalement 6000 patients et que la colchicine fera son effet dans les plus brefs délais. C'est notre souhait, puis je tiens à vous remercier du temps que vous nous avez accordé et j'espère que ça va convaincre des gens d'y participer. Merci beaucoup, Dr Tardif. Merci, docteur, et à la prochaine. Merci, ça fait un plaisir. C'était le docteur Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l'Institut cardiologique de Montréal pour l'essai clinique du médicament colchicine qui pourrait venir en aide aux gens atteints de la COVID-19. Merci à docteur Tardif ainsi qu'à toute son équipe. Merci à Madame Turbide qui nous avait mis en communication. Donc, on marque la pause et on revient un petit peu tantôt, Gary? Oui, tantôt, on va faire une petite pause. Et puis par la suite, on continuera avec la programmation. En tout cas, quand même, il était très gentil. Absolument, parce qu'on sait que pendant cette période-là, ce sont des gens occupés, mais ils ont pu trouver du temps pour nous accorder. C'est grandement apprécié de nos chercheurs. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouru. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière. Les différentes communautés francophones du Québec, différentes communautés ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flafla, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant.
Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordère, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Alors, on vient d'écouter l'entrevue qu'on a eue avec le docteur Tardif. C'est le spécialiste de l'Institut Cardiologie de Montréal qui essaie de tester un ancien médicament, la colchicine, pour voir, en tout cas, d'après ses pronostics, ça pourrait être intéressant. On a docteur Tardif ici, puis aux États-Unis, il y a le docteur Fauci. Espérons que ces spécialistes-là vont finir par trouver la solution. Vous savez, on parle de spécialistes. Il y a une fédération au Québec, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. C'est un autre organisme qui gère les formations, qui est responsable des journalistes. Nous allons parler avec sa directrice générale, Mme Catherine Lafrance. Bonjour, Mme Lafrance. Bonjour Vladimir, ça va bien? Oui, pas pire, pas pire. Madame Lafrance, on sait que ces jours-ci, les gens sont pas mal confinés. On vous parle tout en étant confinés. L'information continue à circuler parce que, Dieu merci, ça prend les journalistes pour être sur le terrain, pour être à distance, pour faire de leur mieux pour amener l'information aux gens. Jusqu'à présent, qu'est-ce que l'avenir réserve au monde journalistique, Madame Lafrance? C'est-à-dire que c'est sûr que c'est un peu plus difficile en ce moment parce que la plupart des journalistes sont, comme tout le monde, confinés. Mais certains sont sur le terrain quand même. On le vit et on le voit régulièrement et ils prennent certains moyens. Vous avez sans doute vu à la télé là, les journalistes qui ont des micros avec une espèce de perche qui leur permettent de rester loin des gens, par exemple. Certains, doivent... quand ils se présentent au travail, évidemment, se laver les mains, les lieux de travail dans les stations de radio, de télé sont désinfectés, les espaces de travail sont désinfectés, et ça, c'est pas seulement à Montréal, c'est à peu près partout. En région, c'est la même chose, dans les petites, les plus grandes entreprises de presse, mais beaucoup d'entreprises de presse demandent maintenant à leurs employés, journalistes, chefs de pupitre, affectateurs, etc., de travailler de la maison. Ça se fait. C'est parfois plus compliqué, mais ça se fait. La preuve, l'information est livrée, elle est livrée tous les jours, même plusieurs fois par jour, en direct, en continu, etc. Je pense pas que les gens puissent dire qu'ils sont moins bien informés en ce moment. Au contraire, les gens comptent beaucoup sur les médias, et avec raison, pour véhiculer l'information et pour véhiculer la bonne information. Donc, en résumé, les choses sont un peu plus difficiles, mais ça se fait. Madame Lafrance, on voit ce qui se passe. Plusieurs personnes sont sensibilisées. Bon, je sais qu'on essaiera de poser la question au premier ministre Legault bientôt. On voit l'ancien ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, qui va donner un coup de main dans la CHSLD. Mais à quelque part, est-ce que les autorités ont pris un petit peu tard les choses d'après vous? Écoutez, je voudrais pas me prononcer sur la façon dont les autorités gèrent cette crise-là. Je pense que les gens, les citoyens sont à même de le faire eux-mêmes et il y a des analystes politiques qui le feraient 1000 fois mieux que moi. Je sais une chose, les autorités s'adressent énormément à la population ces temps-ci et c'est très, très bien. C'est fantastique qu'il y ait des points de presse quotidiens et que la population soit informée. Mais il faut savoir une chose, c'est pas parce que la population est informée grâce à des points de presse réguliers, quotidiens, que le travail des journalistes est moins important. Le travail des journalistes est aussi, sinon plus important, parce que les journalistes, même si au cours de ces points de presse, et vous les voyez certainement comme moi régulièrement, les autorités répondent bien aux questions, sont même très franchement sympathiques. Bon, tout le monde les aime bien, c'est très, très bien. Mais les journalistes doivent faire le travail, c'est-à-dire continuer à poser des questions. Et ça, c'est important de le savoir, même maintenant,
parce qu'il y a une partie de la population qui pense que les journalistes devraient pas nécessairement poser les questions qu'ils posent, parce que c'est pas nécessairement agréable, par exemple, pour le premier ministre d'entendre des questions comme ça, alors qu'il est en plein point de presse et qu'il, on va le dire très franchement, bénéficie d'un capital de sympathie en ce moment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes font leur travail, doivent faire leur travail, et les journalistes amènent le gouvernement à agir et à agir le mieux possible, puisqu'ils sont là, ils sont les chiens de garde de la démocratie, c'est pas pour rien qu'on dit ça, parce que, justement, ils surveillent de près les gouvernements au quotidien et tout le temps, mais encore plus en temps de crise, et ils surveillent leur façon de gérer la crise. Maintenant, est-ce que cette façon est bonne ou moins bonne? Ben, je laisse les gens et les analystes répondre à ça. Madame Lafrance, il y a des gens jusqu'à présent, même chez nous ici au Québec, qui pensent que, moi je comprends pas pourquoi ces gens-là pensent ça, qui pensent que c'est une supercherie la COVID-19, le coronavirus, c'est pas quelque chose existante vraiment. Pourquoi? Parce qu'on empêche à ces gens-là de sortir pour éviter la propagation et pour éviter qu'ils soient vecteurs de transmission de virus ou vecteurs de captation de virus. Qu'est-ce que vous aurez à dire à ces gens-là, étant donné que certaines personnes ont peut-être plus confiance dans des journalistes que les autres personnes, que les autres politiciens? Des gens qui croient au complot, qui veulent croire absolument n'importe quoi, les théories les plus fumeuses ou les plus ridicules, il y en a toujours. Alors évidemment, en temps de crise, il y en a probablement plus que d'habitude, où on les entend, où on les voit plus que d'habitude. Il y a une façon de bien s'informer, c'est d'aller à la source. C'est ce que font les journalistes. Les journalistes consultent les plus grands experts au monde pour obtenir des informations vérifiées et vérifiables. Vous avez fait la même chose tantôt. Vous avez parlé au docteur Tardif, qui est donc un expert, un spécialiste. Alors, c'est la meilleure façon de s'informer. Vous savez, moi, je crois énormément à la science, je crois aux scientifiques, je crois aux journalistes. L'un comme l'autre, ben, ce sont, dans les deux cas, des gens qui vérifient leurs sources, qui ne disent pas n'importe quoi. Dans le cas où on doute, si les gens doutent, parce qu'en ce moment, évidemment, il y a beaucoup de théories qui circulent, je vous invite à aller voir un site que la FPJQ a mis sur pied et vient de mettre sur pied en collaboration avec l'agence Science Presse. Justement, l'agence Science Presse, ben, c'est une agence qui recrute des journalistes scientifiques, des journalistes qui ont une formation scientifique ou qui s'intéressent à la science. Donc, à la suite de ce partenariat, un site a été mis sur pied dans lequel, justement, on donne aux gens des outils pour vérifier si une information est vraie ou si elle est fausse. On fait une veille stratégique des informations qui circulent. On déboulonne les fausses informations. Ce site, il s'appelle covid-desinfo.ca. Pour l'instant, il est en français. Il sera en français et en anglais. Ce sera un site bilingue, un nouveau site. Il vient tout juste d'être mis sur pied. Alors, si vous avez des doutes sur les théories qui circulent, et ça, j'encourage vos auditeurs à le faire, Vladimir, si vous avez des doutes sur les théories qui circulent, si vous voulez vérifier ces théories, allez sur ce site. On vous expliquera le pourquoi, du comment, et on vous dira comment aller mieux vous informer. On vous donnera des outils pour mieux vous informer. Donc, vous avez dit le site, c'est COVID. Pouvez-vous le rappeler, le site encore, Madame Lafrance? Bien sûr, covid-desinfo.ca. Vous trouverez là-dessus de quoi vérifier toutes les théories qui circulent en ce moment. covid-desinfo.ca, parce que je tiens à le mentionner, la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, c'est un organisme qui travaille beaucoup, qui travaille fort pour le grand public, pour que l'information vous arrive de façon très claire, très nette, très directe, très vérifiable, mais surtout très vérifiée avant de vous la donner. Madame Lafrance, dernière question, avec tout ce changement-là, à quoi on doit s'attendre éventuellement du nouveau journalisme éventuellement post-corona? C'est une excellente question. C'est assez difficile d'y répondre maintenant parce que vous savez sans doute qu'avant cette crise, les médias étaient déjà en crise. Les médias avaient vécu une diminution très importante de leurs revenus, du revenu de leurs annonceurs.
beaucoup d'annonceurs ont migré, comme on dit, vers le web et ont délaissé les médias traditionnels. Alors, les médias étaient déjà en crise, une crise financière, pas une crise de lectorat nécessairement. Mais cette crise-ci, cette crise sanitaire due à la pandémie, évidemment, les a rendus plus fragiles encore, puisque le peu d'annonceurs qui leur restaient sont partis, puisque ces annonceurs-là eux-mêmes n'ont plus d'activité, ont cessé leurs activités ou sont en pause. Alors, évidemment, c'est encore plus difficile pour les médias. Il y a eu toutes sortes de problèmes, de programmes gouvernementaux qui vont certainement aider les médias à peut-être s'en sortir, espérons-le, et à survivre à cette crise. Mais les médias sont fragilisés. Et il faut commencer à imaginer les lendemains de cette crise. Comme vous venez si bien de le dire, qu'est-ce qui va se passer après? Après, ça serait bien qu'on ait des médias qui soient solides financièrement. Ça serait bien qu'on ait des médias qui puissent recommencer à embaucher des journalistes, qu'il y ait davantage de journalistes dans les grands centres, en région, sur le web, à la radio, à la télé, dans les journaux, et que le public québécois, puisqu'on parle du Québec en ce moment, que le public québécois ait droit à davantage d'informations et à l'avantage de sources d'informations. Vous savez, c'est pas compliqué à comprendre quand on a une entreprise et que on est toujours au bord de la faillite, et c'est assez difficile d'entrevoir le futur. Il faut permettre aux médias de le faire. Il en va de notre démocratie. Il en va de notre droit à être informé. Et ce droit-là, crise sanitaire ou pas, on ne peut pas le perdre. On ne peut pas perdre notre démocratie. Elle ne peut pas s'effriter. Et il n'y a pas de démocratie sans presse libre. Et j'ajouterais sans presse en santé. Et je ne fais pas de jeu de mots. Alors, qu'est-ce qu'il adviendra? Espérons que la société voudra davantage de médias, des médias en meilleure santé et des médias plus forts et plus solides. C'est, en passant, ce sont les journalistes, ce sont les médias qui rendent les gouvernements meilleurs en les surveillant au quotidien, en faisant en sorte qu'il n'y a pas de décisions qui se prennent derrière des portes closes et en donnant et en livrant cette information au public. Si vous aviez en 45 secondes un conseil à donner à M. Trudeau au fédéral et à M. Legault au Québec, vous leur direz quoi? Je leur dirais encourager la société à recommencer à annoncer dans ces médias. La société québécoise, la société canadienne, l'argent doit revenir dans les médias d'ici. Il faut acheter local, il faut annoncer local également, parce que les médias sont aussi un produit local, sont aussi un produit qui nous appartient, et il s'agit de réinvestir dans notre société pour la rendre plus forte, au lieu de donner de l'argent au Facebook de ce monde qui en ont pas nécessairement besoin, qui sont de grandes compagnies extrêmement riches. Il faut garder notre argent ici, il faut garder nos annonceurs ici, il faut que cet argent revienne dans les poches des médias, et c'est ce qui profitera à la société tout entière. Il faut que nos gouvernements soient conscients et il faut qu'ils encouragent la société, toute la société, à faire ça. Catherine Lafrance, toujours un plaisir de vous parler. À la prochaine. Un plaisir partagé, au plaisir. Merci Catherine. C'était Catherine Lafrance, directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ. Mes amis, affaire Covid-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport,
Pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Nous avons la présence de Madame Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement des Rivières-des-Prairies. Bonjour Madame Pierre-Antoine. Bonjour Gary, bonjour aussi Vladimir, tous les auditeurs, auditrices de l'émission et particulièrement ceux de Rivières-des-Prairies bien sûr. Vous avez des nouvelles mesures dans le comté de Rivières-des-Prairies pour nous? Oui, en fait, ce que j'aimerais dire aux gens de Rivières-des-Prairies plus spécifiquement, c'est que les organismes de Rivières-des-Prairies, en collaboration avec le CIUS et l'arrondissement, ont déployé une cellule de crise en lien bien sûr avec le coronavirus et la COVID. Et cette cellule de crise a pour objectif de venir en aide aux gens dans le besoin pendant cette crise-là. Alors, on sait qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail, on sait qu'il y a des gens qui avaient déjà de la difficulté à joindre les deux bouts. Alors, il y a une aide alimentaire qui est déployée auprès donc des gens qui habitent Rivières-des-Prairies et qui sont bien sûr dans le besoin. Alors, si les gens sont intéressés à bénéficier de cette aide alimentaire qui peut se traduire soit par la livraison d'un panier alimentaire ou aussi la livraison de mets déjà préparés, ils peuvent appeler au 438 969 9673. Donc, je répète, le 438 969 96 73 et ils auront donc l'information nécessaire et ils pourront aussi procéder à leur inscription. Alors, la livraison des messes ou du panier alimentaire se fera cette semaine, probablement mercredi ou jeudi. Donc, en appelant, ils auront l'information nécessaire pour venir, c'est-à-dire pour pouvoir profiter de cette aide alimentaire de dernier recours, de secours,
pour les gens de Rivière-des-Prairies. Maintenant, s'il y a des auditeurs et auditrices qui n'habitent pas Rivière-des-Prairies, mais qui veulent aussi bénéficier d'une aide ou d'un soutien alimentaire ou autre, je vous invite à contacter le 211-211 et c'est le centre de référence du Grand Montréal qui pourra vous aider aussi, c'est-à-dire avec votre adresse, ils pourront vous dire où vous pouvez aller chercher de l'aide. C'est un numéro aussi pour les gens de Rivière-des-Prairies à retenir, le 211, puisque le 211 aussi est un centre de référence pour autres types d'aide aussi. Maintenant, pour nos commerçants et nos entreprises, la Ville a mis en place plusieurs mesures pour aider et soutenir ces derniers pendant cette période de crise-là. Donc, je vous invite à contacter le 514-394-1793, 514-394-1793. Et là, vous pourrez avoir l'information sur les différentes mesures de soutien, notamment un accompagnement gratuit pour entreprendre un virage numérique accéléré. Il y a un service de livraison urbaine offert aux commerçants qui peuvent aussi vous êtes offert dépendamment si vous répondez aux critères, sans compter aussi qu'il y a un prêt. Il y a aussi un prêt que la Ville peut vous faire jusqu'à un maximum de 50 000 $. Donc, pour avoir de l'information, 514-394-1793. Finalement, je voudrais aussi dire que la Ville aussi, en collaboration avec le bureau du taxi, a octroyé 260 000 $ pour sécuriser le service de transport par taxi dans la métropole. Donc, ce montant-là, pourra permettre aux gens du taxi de se faire rembourser du matériel, par exemple, qu'ils auraient acheté pour assurer leur protection ainsi que celle de leurs passagers. Donc, pour avoir plus d'informations sur les critères, pour pouvoir bénéficier d'une partie de ce montant-là, je vous prie d'appeler le bureau du taxi. Finalement, pour votre information, la Ville de Montréal, en collaboration avec la Direction régionale de santé publique, et le 211 va lancer des appels automatisés à près de 225 000 aînés de 70 ans et plus afin de prendre de leurs nouvelles et de les référer aux ressources aux besoins. Donc, ne soyez pas surpris si vous êtes un aîné ou une aînée de 70 ans et plus et que vous recevez cet appel. L'objectif, c'est de prendre de vos nouvelles et de vous référer aux besoins. Alors, je dis aux gens de ne pas oublier, le 311 existe toujours pour vos demandes reliées à l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et en fait à tout Montréal. Donc, si vous avez une demande à faire pour un service de l'arrondissement, de la ville, vous le faites au 311. Les demandes sont priorisées et s'il faut agir tout de suite, on agit tout de suite. Alors, en gros, c'est ce que j'avais pour les gens. Bien sûr, je veux juste les rappeler les consignes, les consignes de base, donc la distanciation du 2 mètres, si on doit sortir, sinon on reste chez nous, bien sûr, et nos aînés, on en prend soin, soit en les appelant, soit en allant leur apporter quelque chose, dans la mesure que nous aussi, nous n'avons pas le virus. Bien sûr, on lave nos mains 20 secondes avec de l'eau et du savon, et en cas de symptômes, tout, fièvre, problème respiratoire, on appelle bien sûr le 1-877-644-4545, 1-877-644-4545. Prenez bien soin de vous, ça va bien aller, on est fait fort, on a une capacité de s'adapter, on a une force de résilience, on fait preuve de solidarité. Alors tous les Québécois de toute origine, nous passerons à travers cette crise. Comme on dit si bien, ça va bien aller. Alors voilà, c'est ce que j'avais cette semaine, Gary, pour les auditeurs et auditrices. Et je voudrais saluer chaleureusement, bien sûr, les gens de Rivière-des-Prairies. Une pensée spéciale à ceux et celles qui ont perdu un être aimé, un proche. Je sais qu'il y a eu des gens qui malheureusement sont décédés, donc mes pensées sont avec leurs proches. Et un grand merci à tous ceux et celles qui offrent des services essentiels jour après jour, incluant par exemple vous, Monsieur Cadet, avec votre émission Les gens des médias. Alors, merci beaucoup. Et juste une petite mise à jour, et Madame Pierre-Antoine,
le nombre Oui, de gens qui allez-y. sont infectés à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, dans l'arrondissement? Ah, nous avons en date d'hier, c'est ce que j'avais du 18 avril à 13h30. Il faut dire que j'ai pas regardé les chiffres les chiffres d'aujourd'hui, mais hier on avait 413 cas. Donc, je dois probablement que ça a augmenté. J'espère pas trop. Si je prends peut-être les chiffres d'aujourd'hui, moi, c'est celui de 18 avril, 13h30. C'était 413 cas à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Voilà, c'est le nombre de personnes infectées, là. Et si vous me permettez, peut-être 2 petites minutes, je vais aller chercher les cas les plus... Bon, en fait, c'est ce que j'ai. Le 413, c'est ce que j'ai à date. Madame Pierre-Antoine, Voilà. on est très fiers de nos élus, qu'il s'agisse de nos élus municipaux et provinciaux et fédéraux. Je vois que vous prenez des mesures pas mal. Donc, j'ai pris quelques informations. Vous avez dit, pour l'aide alimentaire Rivière-des-Prairies, c'est bel et bien le 438-969-96-73. Puis pour les gens qui n'habitent pas Rivière-des-Prairies, mais qui habitent dans d'autres arrondissements, il faut qu'ils composent à partir de leur téléphone le 222. Le 211 plutôt, pardon. 211. C'est ça, parce que l'aide, le 438-969-9673, c'est vraiment une aide arrondissement, donc le milieu, les organismes communautaires en collaboration avec les institutions se sont mis ensemble, institutions étant le CIUS et l'arrondissement, pour pouvoir fournir cette aide-là. Et je dois remercier les caisses populaires des Jardins, de Rivière-des-Prairies, de Pointe-aux-Trembles, qui ont contribué quand même à cette aide alimentaire en octroyant un montant. Alors, ce qui fait qu'on a pu mettre en place cette cellule de crise et cette organisation pour fournir les denrées alimentaires aux gens de Rivière-des-Prairies. Par contre, à Pointe-aux-Trembles, il y a aussi une cellule de crise avec des organismes communautaires. Maintenant, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'appeler le 211 et avec leur adresse, ils seront en mesure de savoir quels sont les organismes qui offrent ce service-là pour Pointe-aux-Trembles et tous les autres personnes qui nous écoutent, qui n'habitent pas ni Rivière-des-Prairies ni Pointe-aux-Trembles, le 211 aussi est la référence pour tous les services d'aide communautaire et sociale. Donc, en appelant le 211 avec votre adresse et en fonction de votre besoin, ils pourront vous dire où vous pouvez aller chercher cette aide-là. Puis finalement, il y a d'autres mesures. Vous avez dit de la ville des mesures de soutien, le 514-394-1793. Oui, ça c'est pour nos commerces et nos entreprises. Alors, à travers la ville de Montréal, vous pouvez appeler. Il y a, comme je vous ai dit, il y a un prêt qui peut être octroyé. Il y a aussi du soutien pour un virage électronique, de l'aide aussi pour la livraison. Donc, dépendamment là de vos besoins et de ce qu'ils sont en mesure d'offrir, ils pourront vous orienter. Et au pire des cas, ils pourront aussi vous référer aux aides provinciales et fédérales, parce que vous savez que tous les paliers ont mis la main à la pâte. Donc, chaque palier offre du soutien, bien sûr, autant social que aussi économique, notamment pour les commerces et les entreprises. Donc, voilà. Puis finalement, vous avez parlé d'une aide de 260 000 à peu près que l'industrie... que le bureau du taxi a mis sur pied pour l'industrie du taxi qui en a grandement besoin ces jours-ci. Donc, il faudrait que les propriétaires et chauffeurs de taxi puissent contacter le bureau du taxi de Montréal. C'est bien cela? Oui, c'est ça, pour avoir de l'information sur comment peuvent-ils se prévaloir de cette aide-là. Et cette aide est spécifique en lien avec des équipements ou du matériel de protection qu'ils pourraient avoir, c'est-à-dire qu'ils auraient là, c'est-à-dire qu'ils ont acheté, mettons, ou qu'ils vont acheter pour pouvoir se protéger et aussi, bien sûr, protéger leurs passagers. Merci beaucoup, Madame Pierre-Antoine. Toujours un plaisir de vous parler. Tout le plaisir est pour moi et puis continuons ensemble le travail et respectons les consignes et tout va bien aller. Merci Madame Merci, Pierre-Antoine. au revoir. Au revoir. Bye bye.
Mes amis, affaire Covid-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h, le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord.
savez, comme Catherine Lafrance, je crois beaucoup en la science parce qu'on sait que, mis à part les croyants, les gens qui ont d'autres croyances, mais la science, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui permet de corriger la vie. Moi, je crois beaucoup, Gary, dans l'aspect scientifique de notre monde. C'est pour ça qu'on veut avoir une deuxième opinion de notre médecin, Dr Franz Pierre. Bonjour, Dr Pierre, bienvenue à l'émission. Bonjour et merci de l'invitation. Donc, Dr Pierre, vous êtes médecin familial, d'urgence familiale. Bon, peut-être que ce n'est peut-être pas votre spécialité, vous n'êtes pas infectiologue, mais j'imagine que vous traitez les gens qui risquent d'attraper la COVID-19. Jusqu'à présent, comment c'est dans votre milieu de travail, docteur? Ben, pour précision, effectivement, je suis médecin de famille. Je travaille particulièrement en première ligne, soit au niveau clinique. Je travaille dans une unité de médecine de famille, ce qu'on appelle un GMFR. Et puis, on fait de la prise en charge, donc du suivi régulier avec les patients. Et puis, je participe aussi à l'équipe de 100 rendez-vous qui reçoit des patients qui viennent d'un peu partout de Montréal. Puis aussi des patients qui peuvent avoir des symptômes, ce que l'on appelle des symptômes d'allure grippale ou plus particulièrement des symptômes respiratoires. Donc, Dr Franz, on sait que la COVID-19, parmi les symptômes qu'il faut analyser, c'est la perte de l'odorat, la toux, surtout une toux sèche, un peu de fièvre, puis surtout la difficulté respiratoire. Bon, peut-être que vous avez écouté la première entrevue qu'on a eue avec le docteur Tardif. Il n'y a pas encore de vaccin, mais l'Institut de cardiologie de Montréal est en train de travailler sur un ancien médicament, la colchicine. Est-ce que vous pouvez peut-être nous glisser un mot par rapport à ça, si vous avez une idée de la colchicine? Ben, disons aussi en termes de précision, qu'effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement sur les molécules que l'on pourrait utiliser dans le cas de traitement pour la COVID-19. Disons plus particulièrement le traitement de patients qui sont soit hospitalisés, soit aux soins intensifs pour leur permettre de traverser l'épisode avec plus de rapidité. Et parmi ces molécules, il y a effectivement la colchicine. On sait aussi qu'il y a, parmi ces molécules-là, il y a la chloroquine dont on parle, particulièrement en Haïti. On parle aussi d'hydroxychloroquine, on parle aussi d'autres médicaments. Il y a beaucoup d'études sur les médicaments qui sont actuellement en cours et qui, en un certain sens, essayent d'adresser le problème de la COVID-19. La colchicine est parmi les molécules qui sont considérées comme étant des molécules anti-inflammatoires que l'on utilise notamment en cas de crise de goutte. En cas de crise de goutte, comme vous le savez, la goutte qui est une des maladies qui va attaquer particulièrement les articulations. Et puis, actuellement, il y a effectivement une étude qui est en cours à l'Institut de cardiologie de Montréal, avec qui nous avons d'ailleurs une certaine collaboration et qui nous demande, en cas de patients atteints de la COVID-19, de leur donner les informations si les patients sont intéressés à participer à l'étude. Donc, en gros, c'est ça. C'est une étude qui est actuellement en cours. Ils essayent de trouver le maximum de patients pour être enrôlés. C'est à partir de cela qu'ils vont pouvoir trouver une réponse. Donc, comme je l'ai dit, c'est une molécule anti-inflammatoire utilisée dans plusieurs problèmes de santé, notamment des problèmes articulaires comme la goutte, et puis qui est à l'étude actuellement. Docteur Pierre, quand on parle de la goutte, moi, on dirait que je n'ai pas encore saisi cette affaire-là. C'est quoi la goutte, justement, lorsque on parle de la goutte dans les molécules? Ben, la goutte, normalement, c'est une atteinte des articulations. On dit particulièrement des grosses articulations. Les gens qui ont une crise de goutte vont se présenter le plus souvent avec des douleurs importantes, surtout au niveau du gros orteil, un gonflement du gros orteil, le gros orteil qui est chaud, et la douleur est la douleur est une douleur importante. Et le plus souvent, c'est, comme on va dire, c'est une accumulation au niveau de l'articulation de ce que l'on appelle de l'acide urique,
qui va provoquer cette crise de goutte-là. Et souvent, quand les gens se présentent à nous, le traitement de base, c'est vraiment le traitement avec des anti-inflammatoires importants. On utilise notamment comme anti-inflammatoire l'Advil, le naproxen. On utilise aussi comme anti-inflammatoire la cortisone des fois, mais l'une des molécules est utilisée dans la crise de goutte et qui donne beaucoup de résultats, effectivement, c'est la colchicine. Donc, dont le rôle, en gros, c'est un traitement symptomatique pour réduire les symptômes de douleur importantes assez rapidement et permettre aux patients de récupérer de sa crise de goutte. Docteur Franz, regardez, je parlais le rôle, encore une fois, comme que ça pourra jouer les globules blancs par rapport à la colchicine. Je ne sais pas si on peut préciser un tout petit peu la question. Et si on fait un lien entre globules blancs et colchicine, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a on parle généralement d'une agression au niveau du corps, soit un virus, une bactérie, etc., il va y avoir une cascade qui va intervenir. OK? La cascade, c'est ce qu'on appelle en général en biologie une cascade inflammatoire. Cette cascade inflammatoire, son rôle, c'est d'aller protéger le corps, donc d'aller entourer la zone qui est atteinte de façon à pouvoir faire la protection. Je vais prendre un exemple assez connu, c'est l'exemple d'un abcès. On sait que si on s'est piqué, par exemple, au niveau du pied, au niveau du corps, d'une partie du corps, et que cette piqûre-là laisse entrer des bactéries, autour de la zone de bactéries, il va y avoir une rougeur, il va y avoir l'accumulation de pus, et ça va créer beaucoup de douleur, donc ce qui va faire une sorte d'abcès. Donc, en gros, tout le pus que l'on voit, c'est l'accumulation de globules blancs, dont le rôle, en gros, c'est d'aller encadrer la zone qui est infectée, donc la zone où se trouve la bactérie, de façon à pouvoir détruire ces bactéries-là et empêcher que la bactérie se trouve au niveau du corps de façon générale. Donc, les globules blancs, c'est particulièrement ça, leur rôle au niveau de la question inflammatoire ou au niveau on va dire au niveau de la question inflammatoire. Donc, d'où la nécessité, quand on a une agression au niveau du corps, soit, en parlant d'agression, on parle par exemple d'un virus, on parle d'une bactérie, on parle de parasites. Donc, d'où la nécessité, souvent, d'utiliser les anti-inflammatoires comme rôle, disons comme molécule, qui aurait donc comme effet de contrecarrer l'action inflammatoire et de faire que les symptômes que l'on ressent, par exemple les symptômes de douleur, puissent être des symptômes qui sont moins importants, donc qu'on peut tolérer de façon particulière. Donc, en général, dans la question dans le cas de la goutte, le rôle donc va être un peu plus ça. Je vous l'ai dit au départ que la goutte, c'est une accumulation d'acide urique au niveau du sang, donc une augmentation de la concentration en acide urique. Donc, le rôle de la colchicine, notamment, c'est un anti-acide urique, sera de diminuer la concentration dans le corps et donc permettre qu'au niveau articulaire, qu'on ait moins de douleur. Donc, je n'ai pas la précision en termes de quel processus physiologique qu'ils vont utiliser dans le cas de la COVID-19, mais ce qu'on se rend compte comme virus, c'est un virus qui entraîne une cascade inflammatoire qui est importante. Voilà pourquoi que quand les gens attrapent la COVID-19, ils ont beaucoup de symptômes, donc beaucoup de fièvre, beaucoup de douleur, beaucoup de fatigue. Donc, on espère que la colchicine puisse aider dans ce contexte-là en diminuant les symptômes que l'on ressent. On parle de vaccins d'ici un an et demi, Dr. Franz. Vous, dans votre boule de cristal de médecin, ou plutôt par expérience médicale, est-ce qu'il faudrait prioriser les médicaments pris par voie orale, tels que la colchicine ou la chloroquine, ou est-ce qu'il faut plus se fier vraiment à un vaccin?
Je pense qu'actuellement, le combat ou la lutte ou la guerre, chacun utilise un terme qui soit plus expressif pour lui. La bataille contre la COVID-19 se joue sur tous les fronts. Donc, c'est une bataille qui va se jouer sur tous les fronts, effectivement. J'ai discuté avec certains amis hier et je leur disais que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la bataille contre la COVID-19, un des axes que l'on va adresser, c'est l'axe de prévention. C'est l'axe d'empêcher que la majorité des personnes puissent avoir attrapé la COVID-19 et de façon à empêcher que les symptômes s'aggravent. D'où la notion de vaccination. On sait que la vaccination, son rôle, c'est ou bien d'empêcher à la personne d'attraper la maladie, ou bien si la personne tombe malade, de permettre à ce que la personne ait une atteinte qui soit légère. Donc ça, c'est un des axes d'intervention. Comme le Premier ministre l'a dit, tous les professionnels de la santé sont d'accord. Le développement de vaccins, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend facilement autour de 12 mois, autour de 18 mois, parce que justement, il y a plusieurs étapes à suivre. Maintenant, parallèlement à la prévention, donc permettre que si on a une deuxième vague, par exemple, d'épidémie à coronavirus, que les ressources sanitaires soient moins encombrées. Parallèlement à cela, on a des patients qui sont là actuellement et il faut non seulement aider les patients à être moins malades, donc comme on dit généralement en langage médical, à diminuer la morbidité. Donc on travaille sur certains médicaments qui vont avoir ce rôle-là, le rôle de diminuer la morbidité, de faire que les gens soient moins malades, mais aussi on va travailler pour réduire la mortalité. On sait que particulièrement chez les personnes qui ont des facteurs de risque, soit des personnes qui ont des maladies chroniques, des personnes qui sont obèses, des personnes qui sont âgées de plus de 65 ans ou plus de 70 ans, ces gens-là sont frappés beaucoup plus fort et souvent paient un lourd tribut, soit leur vie à la COVID-19. Donc on travaille en même temps pour réduire donc cette charge de morbidité et diminuer aussi la mortalité. Donc, effectivement, la COVID-19, c'est une maladie contre laquelle on se bat, mais on se bat sur tous les fronts. Je ne pense pas qu'il y ait un axe qui soit plus important qu'un autre. Je pense plutôt qu'effectivement, il faut travailler sur plusieurs fronts pour pouvoir attaquer de toutes parts. Docteur Franz, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin d'urgence familiale, clinique de première ligne. Merci à vous ainsi qu'à Dr Tardif ainsi qu'aux autres médecins qui travaillez pour nous pour améliorer la santé de tous les patients, des patients montréalais, canadiens, québécois, mais principalement montréalais. Et nous suivons cela et nous vous disons merci pour les risques que vous prenez pour trouver une amélioration pour nous aider à combattre la COVID-19. Merci beaucoup, Dr Pierre. Je vous en prie, j'ajouterai seulement une petite précision. Comme je l'ai dit au départ, je ne suis pas médecin urgentologue, je ne suis pas urgentiste, je suis médecin de famille. En gros, les médecins de famille ont une formation de généraliste et ceux qui veulent faire particulièrement de l'urgence doivent suivre une formation supplémentaire d'une année pour devenir médecin urgentologue, ce que je n'ai pas fait moi-même, donc je suis plus médecin de famille. Merci beaucoup pour la précision, Dr Pierre. À la prochaine. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Au revoir. Bye bye. Donc, c'était Dr Franz Pierre, médecin de famille, qui nous a donné quelques précisions supplémentaires par rapport à la COVID-19 ainsi qu'à sa collaboration avec l'Institut de cardiologie de Montréal. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, suivre conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. 514-323-1212.
Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareil électroménager, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. On s'en va directement à Miami avec le professeur Anthony Georges-Pierre. Bonjour, professeur. Bonjour, Gary. Comment ça va? Ça va bien, et pour vous? Oui, on est là, on se maintient. Jusqu'à présent, ça va bien avec la COVID-19? Bon, on n'a pas le choix, on est prisonnier à la maison. Tout le monde, oui. Donc, aujourd'hui, vous allez nous parler de la dette de l'indépendance. Oui, je vais poursuivre avec l'étude que nous avons entreprise concernant le paiement de la dette de l'indépendance acceptée par Boyer et les pourparlers entrepris au lendemain de la proclamation de l'indépendance d'Haïti avec la diplomatie française. Et le dilemme de cette diplomatie et les embarras de deux gouvernements haïtiens, puisque le pays se trouvait divisé en deux États, Christophe dans le nord et Pétion dans l'ouest et dans le sud. Donc pendant plus d'une décennie, l'indépendance haïtienne a vivement obsédé le gouvernement français. À l'époque, il s'agit du gouvernement de l'Empire et du consulat de l'Empire napoléonien, dont l'intransigeance continue à boucher la voie d'un compromis satisfaisant pour les deux nations. Mais à la chute de Napoléon Bonaparte en 1815, l'idée de la reconquête d'Haïti perdit rapidement du terrain sous l'influence d'un nouvel état d'esprit sensible à l'établissement des relations commerciales avec l'ancienne colonie. C'est que la France, épuisée par les guerres napoléoniennes, avait perdu la prépondérance maritime et commerciale qu'elle entretenait avec le monde. D'autant que l'avènement de la République d'Haïti, dans le concert des nations libres, privait l'ancienne métropole, en l'occurrence la France, d'une source importante de denrées tropicales. Il s'avérait donc nécessaire de rétablir des liens commerciaux avec Haïti dans l'espoir de restaurer la prospérité d'antan et de revigorer l'économie française sévèrement affectée par le blocus continental imposé par l'Angleterre et par les lourdes dépenses militaires occasionnées par les guerres incessantes à travers l'Europe depuis 1789. Jusqu'à l'effondrement de l'Empire napoléonien,
le commerce entre les deux États se faisait de manière sporadique par l'entremise de navires battant pavillon étranger. Après la défaite de Napoléon à Waterloo, l'esprit colonial français, fatigué d'un attentisme douloureux, véhiculait encore l'idée d'une reconquête militaire. Mais le retour des Bourbons sur le trône de France et la liberté d'action rendue à la France après la signature du traité de paix avec l'Angleterre semblaient créer les conditions favorables à une invasion d'Haïti par la France, à défaut de négociations susceptibles de restaurer en totalité ou en partie la suprématie française en Haïti. Cette idée obséda vivement le président Pétion, qui expédia en mission à Londres en juillet 1814 le citoyen Garbage, membre de son cabinet particulier, chargé de s'assurer les bons offices de la Cour de Londres dans une démarche diplomatique auprès du Quai d'Orsay. L'objectif de la mission Garbage consistait à obtenir du gouvernement français la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti selon des conditions acceptables pour les deux parties. L'idée de l'indemnité était invoquée en considération de la demande persistante des anciens colons de Saint-Domingue et de leurs descendants qui cherchaient à rentrer en possession de leurs biens confisqués en Haïti après l'indépendance, ou à défaut d'une pareille solution, le gouvernement haïtien accepterait à verser une indemnité pour les pertes subies durant la période révolutionnaire et en conséquence du fait national imposé par la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. À la même époque, le monarque du Nord, Christophe, recherchait aussi l'établissement de relations cordiales avec l'ancienne métropole, mais dans des conditions qui ne mettraient pas en cause la souveraineté du pays. Donc, c'est que soucieux d'atténuer les pratiques coloniales d'antan et de ne pas risquer une nouvelle guerre avec Haïti, le cabinet des Tuileries, c'est-à-dire le gouvernement français, opta pour la solution diplomatique. Les nouvelles réalités imposées par le nouvel ordre international portaient des esprits perspicaces à renoncer à l'idée de reconquête par les armes l'ancienne colonie devenue indépendante et à promouvoir une politique conforme aux intérêts français. C'est dans cet esprit que fut promulguée l'ordonnance du 27 mars 1816, en vertu de laquelle le gouvernement de Louis XVIII révoquait l'interdiction imposée par Napoléon Bonaparte d'entretenir des rapports de quelque nature que ce fût avec le nouvel État haïtien. C'est encore dans le but d'aplanir les difficultés qui pourraient s'élever dans la recherche des solutions aux problèmes qui divisaient les deux pays que le roi Louis XVIII, dès son élévation au trône de France, avait émis une ordonnance dont les grandes lignes sont ainsi libellées. Voici ce qu'il disait. Donc, en principe, c'était que une façon de penser que l'esprit colonial demeurait encore, mais la colonie de Saint-Domingue a fixé l'attention du gouvernement français. Donc, il se propose d'expédier des commissaires qui devraient s'entendre avec les administrateurs actuels sur tout ce qui tient à la législation de la colonie, au régime intérieur et d'ordre public, aux fonctionnaires civils et militaires, à l'état des personnes et au rétablissement des relations commerciales avec la métropole. Donc, c'était une façon de restaurer l'esprit colonial d'antan. Donc, et il poursuit, nous avons nommé et nommons commissaires les sieurs vicomtes de Fontange, lieutenant général des armées, Esmangar, membre de notre conseil d'État, du Petit Thouars, capitaine de Verseau, et le sieur Laujon, secrétaire général de la commission. Donc, ça fait partie de l'ordonnance du roi Louis XVIII. Et dans une note adressée au président Pétion, les commissaires français, partisans du rétablissement du régime colonial, déclaraient que, et nous citons, le président actuel serait nommé gouverneur général de la colonie. Le commandant actuel de l'armée serait nommé lieutenant général au gouvernement. Ils conserveraient l'un et l'autre les pouvoirs qui se trouvent aujourd'hui dans leurs attributions, sauf les modifications que l'état des choses pourrait commander. Mais cela ne se ferait que sur leur avis. Donc il est évident que les dirigeants français de l'époque n'étaient pas arrivés à ce point de maturité qui leur aurait permis de comprendre qu'il était impossible d'arrêter la marche de l'histoire, que la souveraineté de l'État haïtien, depuis la division qui ravageait le pays, était inaliénable. Donc, après avoir été reçus par le président Pétion, les émissaires du roi de France cherchaient à convaincre Christophe de la bonne foi de leur gouvernement. C'est dans cet état d'esprit que fut parvenu au monarque du Nord une lettre dans laquelle se trouvait défini le but de leur mission. Mais la réponse de Christophe à cette lettre était cinglante, comme l'exprimait la déclaration préparée à cet effet.
Voici ce que répondait Christophe. Nous avons cru devoir nous écarter de la politique ordinaire des gouvernements. Et par notre conduite franche et loyale, nous avons exprimé nos sentiments et fait connaître notre inébranlable résolution de vivre libre, indépendant ou de mourir. La grande, noble et magnanime révolution que le peuple haïtien a prise d'être exterminé jusqu'au dernier plutôt que de renoncer à la liberté et à l'indépendance est connue de l'Europe et de l'Amérique. Nous connaissons trop bien la politique artificieuse et les intentions criminelles des Français à notre égard pour jamais tomber dans les pièges qu'ils pourraient encore nous tendre. Il nous est bien facile de nous figurer dans quel abîme de mots que nous nous serions plongés si nous eussions été assez aveugles ou assez faibles pour nous laisser éblouir par leurs promesses fallacieuses ou nous intimider par leurs odieuses menaces. Il y a 14 ans que nous avons renoncé à cette soi-disant métropole. Lui donner le commerce ne serait-ce pas admettre sa suprématie. Et quand même qu'elle reconnaîtrait notre indépendance, nous ne pourrions pas lui accorder le commerce exclusif. Si nous le faisions, ce serait agir ouvertement contre nos lois et les intérêts de la nation. Et la France ayant perdu tous ses droits de souveraineté, jamais nous n'admettrons aucune condition qui pourrait lui donner encore le droit d'exercer une suprématie quelconque sur le royaume d'Haïti. La France nous veut trop de mal et nous en a trop fait pour qu'elle puisse espérer d'être favorisée dans ses relations commerciales avec nous. Dussions-nous être exterminés par l'univers entier conjuré. Le dernier des Haïtiens rendra son dernier soupir plutôt que de cesser d'être libre et indépendant. Nous soutiendrons la dignité de notre couronne, les droits et les intérêts du peuple haïtien et nous nous reposons avec confiance sur sa bravoure, son zèle et son amour pour la patrie afin de nous seconder de tous ses efforts de la défense de ses droits, de sa liberté et de son indépendance. C'est la réponse de Christophe au commissaire français. Donc nous retrouvons ici toute la fougue et la détermination christophienne de cette déclaration conforme aux principes d'honneur et de dignité nourris par le peuple haïtien, disposé par tous les moyens son pouvoir à sauvegarder l'indépendance nationale. Donc la situation continue à évoluer. Et déjà, en 1819, le comte de Léaumont, porte-parole de la bourgeoisie comprador française et représentant des anciens colons et de leurs héritiers, encourageait le roi Louis XVIII à établir en Haïti une représentation commerciale dans le but de favoriser le relèvement économique et maritime de la France. L'idée de l'indemnité à verser aux colons dépossédés, proposée par le président Pétion peu de temps avant sa mort, refaisait surface à partir de 1821. Il convenait donc d'amorcer de nouvelles négociations avec le gouvernement de Boyer dans le but de fixer le montant de l'indemnité ainsi que les modalités de paiement. Cette idée d'indemnité, nous l'avons vu, avait été catégoriquement rejetée par Christophe, dont l'état d'esprit se reflétait dans cette déclaration de haut fonctionnaire du royaume, le baron de Vathé, qui soulignait « Ces propriétés, nous les avons justement acquises et les ex-colons les ont jamais perdues par une longue série de faits, de crimes et d'iniquités qui déposent contre eux. » Donc, la mort de Christophe et la réunification des deux États rivaux sous le leadership de Jean-Pierre Boyer allait faciliter une évolution qui devait servir les desseins des partisans de rapprochement franco-haïtien. C'est un tel esprit que le 24 novembre 1820, peu de temps après la mort de Christophe, des navires de guerre français pénétraient dans les eaux haïtiennes et faisaient escale dans la rade du Cap. Un événement qui ne s'était jamais produit depuis la reddition de Rochambeau le 19 novembre 1803. Et durant cette année 1820, la vente du café haïtien faisait la une de l'actualité. L'intérêt porté à Haïti par les Anglais et les Américains tenait lieu aussi à la fois d'intérêt et d'handicap et d'accélérateur au rétablissement de l'influence française dans l'ancienne colonie. En 1821, sur l'initiative du baron Antoine de Portal, le duc de Richelieu, président du Conseil, c'est-à-dire à l'époque Premier ministre, avait formé une commission de 8 membres chargée de conseiller le gouvernement français sur la nouvelle orientation à donner à la politique extérieure du royaume. À la fin de leur délibération, la commission, influencée par Ismangard, jugeait que la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti représentait, selon lui, le seul parti raisonnable et de ce fait recommandait au Quai d'Orsay d'accepter sur une base nouvelle les offres d'indemnité à payer aux colons dépossédés et à leurs descendants. Non. Et donc, certains historiens se basent sur des conversations entre le président Pétion, Doxion Lavesse et Catino Laroche,
Conversation insérée dans les notes personnelles de ces deux représentants français pour affirmer que le président de la République de l'Ouest et plus tard son successeur Jean-Pierre Boyer serait disposé à accepter la souveraineté française sur Haïti, moyennant une garantie de sa personne et de celle des troupes armées pour sa cause. Donc, dans la pratique, Pétion avait une idée assez ambiguë. S'il voulait maintenir des relations normales avec la France, moyennant le paiement d'une indemnité, mais l'idée de souveraineté restait formelle. C'est ainsi que dans une lettre adressée au général Marion, commandant de l'arrondissement des Cayes, il a écrit le 25 juillet 1814 « J'ai de la peine à croire que les Français soient assez présomptueux pour s'imaginer qu'ils pourront se mettre en possession de ce pays et en tirer parti, car nous leur avons déjà donné des preuves de ce dont nous sommes capables pour la conservation de notre indépendance. » Donc, pragmatique, la commission formée en France pour influencer l'orientation des relations franco-haïtiennes avait reconnu et compris que la reconquête de l'ancienne colonie exigerait l'extermination de toute sa population résolue à défendre sa liberté et son sol. Dès lors, il fallait à tout prix éviter le blocus des ports haïtiens, un acte de guerre envisagé par d'anciens colons obsédés par l'éventualité de la récupération de leurs biens en Haïti. Une démarche exigerait la mobilisation de la flotte de guerre française, déjà impuissante à faire face aux prétentions anglaises à travers le monde. C'était donc face à une conjoncture aussi délicate que Portal expédia en Haïti Albert Aubert du Petit Thouars, un jeune officier de la marine française, chargé d'entreprendre des négociations avec le gouvernement de Boyer, qui avait pris la relève de celui de Christophe et celui de Pétion. La balle était lancée et sa trajectoire allait dépendre de la flexibilité des partis d'arriver à un compromis satisfaisant. Donc, voilà l'état dans lequel se trouvait la situation au moment où l'effort diplomatique français va s'exercer de façon ardue jusqu'à l'ordonnance de Charles X le 17 avril 1825. Donc, nous nous arrêtons là et la semaine prochaine, si Dieu le permet, nous continuerons sur cette même lancée pour montrer l'effort diplomatique français dans le but de résoudre cette question d'importance capitale pour la France, parce que la France a besoin d'établir des relations commerciales avec l'ancienne métropole pour récupérer sa puissance d'antan. Professeur, je n'ai qu'une question pour vous. J'ai été surpris lorsque vous venez de lire les paroles d'Henri Christophe, mais en même temps, comme vous le savez, 200 ans plus tard, j'ai une dent contre Jean-Pierre Boyer pour avoir, à quelque part, revendu le pays à l'oppresseur. Oui, c'est deux esprits différents, deux hommes différents, deux perceptions de la réalité politique et internationale et différentes. Et Christophe était bien imbu de toutes ces réalités et avait compris que s'il était nécessaire de défendre le pays par la force des armes, il le ferait. Mais Boyer, ce crapule, a pensé qu'il fallait justement éviter que après le partage et après cet accaparé des biens des colons, il voulait renouer des relations cordiales avec la France pour éviter que les nègres spoliés ne se révoltent pas comme ils l'avaient fait en 1791. Donc il fallait nouer une alliance avec la France. Donc c'est dans cet esprit et c'est peut-être le chef d'État le plus rétrograde qu'Haïti ait jamais eu, c'est Jean-Pierre Boyer. Qui a fait le plus de tort à ce pays est celui qui a duré le plus au pouvoir, 25 ans. Et... Merci, professeur, et à la semaine prochaine. Eh oui, à la semaine prochaine. Bonne besogne, protégez-vous bien. Mais oui. Merci. Pareillement, professeur. Au revoir. Oui, bonne besogne. Bye bye. Okay.
Donc, Gary, je ne sais pas si tu le sais, les cas dans le monde, actuellement, les cas confirmés, plus de 2 367 000 cas confirmés dans le monde, 163 000, plus de 163 000 décès au Canada, plus de 33 000 cas, pas loin de 34 000. Mais là, 50% des cas sont au Québec. 1511 décès au Canada et au Québec seulement 805 décès. Donc, plus de 17 000 cas. Et en Haïti, il y a 44 cas confirmés, en tout cas jusqu'à présent, et on parle de 3 décès dans le monde. En Haïti plutôt, pardon. On s'en va directement en Haïti avec le docteur Jean-Yvon Pierre pour sa chronique habituelle, la santé, c'est richesse. Et allô, docteur Jean-Yvon. Allô, Jean-Gary, comment nous y le bois? Nous très bien là. Et vous-même? Comment vous débrouillez avec COVID-19 là? Bon, n'a suivre, n'a gardé sa café, parce que il a avancé et nous pensons que il va faire comme ça ou bien changer. Bon. Qui sont votés pour nous aujourd'hui là? Ok, n'a salué tout le monde dans le studio là, Jean-Gary Cadet, Vladimir Gélin, n'a dit bonsoir à Montréal, bonsoir aux auditrices et auditeurs de la radio Vertière, la radio de la communauté haïtienne de la région de Montréal au Canada. Bienvenue à notre rubrique La santé c'est richesse, une rubrique patronnée par Mon argent, mon comptable, de M. Jean-Gary Cadet, comptable professionnel agréé pour tous vos besoins en comptabilité, fiscalité et impôts. La santé c'est richesse, c'est aussi un patronage des cliniques médicales Jean Rovon situées en Haïti et en Floride, avec Dr Jean-Yvon Pierre, docteur en médecine chinoise et acupuncture. Comme vous le savez déjà, il n'y a pas de traitement pour le coronavirus ou pour la COVID-19. Donc, le respect des règles d'hygiène et l'application des mesures préventives restent les seuls moyens de limiter les dégâts liés à cette pandémie. Aujourd'hui, nous vous proposons quelques mesures à adopter en vue de renforcer le système immunitaire. Pour commencer, pour bien démarrer la journée, je vous conseille un verre d'eau tiède avec du citron susceptible d'alcaliniser le système et lui fournir l'énergie nécessaire pour réactiver et réhydrater les différents organes qui étaient silencieux, qui fonctionnaient au ralenti après une nuit de sommeil. Le jus de citron permet de couvrir environ un tiers de nos besoins quotidiens en vitamine C. Le citron est acide, il est vrai, mais une fois dans le corps, il devient alcalin. Et plusieurs recherches suggèrent que cela réduit l'acidité du corps. Le corps humain doit être alcalin avec un pH de 7,4. Au-dessous de 7, c'est acide et c'est pas bon pour son bon fonctionnement. Et c'est pour cela que les eaux des sources sont celles recommandées pour les personnes souffrant de maladies graves telles que cardiovasculaires et cancer. Parce que les eaux distillées sont acides. Vous pouvez comparer le goût. Deuxièmement, de la vitamine C tous les jours pour renforcer le système immunitaire. La vitamine C peut être administrée sous forme de supplément, ok, ou sous forme d'aliments. Elle est présente dans les agrumes, la papaye, le poivron rouge. Et en plus de ses propriétés antioxydantes, la vitamine C contribue à la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives. Présent dans le poivron, le brocoli, le chou de Bruxelles, la betterave, l'orange, fraise, etc. Mais si vous prenez de la vitamine C, il faut retenir que la vitamine C était compatible avec les contraceptifs oraux et l'aspirine. Si vous prenez de l'aspirine ou des contraceptifs oraux, de la vitamine C, même si vous en prenez, ça ne va rien faire pour vous. Du thé chaud de gingembre et de cannelle le soir pour chauffer l'organisme, du thé d'eucalyptus pour soulager la congestion nasale et la sinusite et les affections respiratoires en
fonctionnement de l'organisme tout en renforçant le système immunitaire. La menthe cibome comme source d'antioxydants et support de l'appareil respiratoire. La racine de réglisse, antivirale et antibactérienne naturelle, et qui est bon pour la prévention des affections pulmonaires, en particulier le cancer du poumon. La langue à chape, qu'on appelle aussi langue-chape, est bon pour les maux, et bon pour les maux de gorge et de toux, et qui peut retarder au moins les épisodes de crise asthmatique. Et comme nous savons que pendant cette période-là, les gens utilisent beaucoup le turmeric qui est la curcumine ou curcuma, il faut prendre des précautions quant à cette plante. Premièrement, cette plante, si on l'utilise, si on en abuse, ça peut provoquer ce qu'on appelle les calculs rénaux qui viennent en rein. Deuxièmement, la curcumine n'est pas bien absorbée au niveau de l'organisme. Donc, ce qu'il faut faire, si vous devez prendre curcuma, turmeric ou curcumine, il faut le mélanger avec du poivre, avec un ratio de 1 à 4. Ça veut dire une cuillerée de poivre et 4 cuillerées de turmeric ou curcumine. Deuxièmement, il ne faut pas en abuser parce que ça conduit à ce qu'on appelle un calcul rénaux ou qui est narré. Quand vous consommez du turmeric, curcumine, mélangez-le avec poivre, s'il vous plaît. Dépissez-vous qu'achetez. Mais si vous achetez comme supplément, c'est sûr qu'il y a des poivres là-dedans. Vous ne mettre poivre là-dedans, il va pas faire un rien pour passer poivre à absorber. Vous mettez des poivres là-dedans, vous mettez gingembre là-dedans. Et pour finir, songez que les informations divulguées au cours de cette rubrique sont à titre éducationnel et informatif seulement. Elles ne peuvent remplacer en aucune façon une séance de consultation médicale. Pour tous vos problèmes de santé, n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions par WhatsApp au numéro 954 516 36 95. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour une rubrique pareille, même heure, même fréquence. 1570 AM, CJLV, Radio Vertière, Laval, Québec, Canada, à l'heure de mon argent, mon comptable. Docteur Jean-Yvon, merci. J'ai une petite question. Alors, si je comprends bien, si on prend de la vitamine C, il ne faut pas la mélanger avec de l'aspirine. Alors, peut-être que un tel mélange ne sera pas bon pour l'organisme. Est-ce que c'est ça que je dois bien comprendre? OK. C'est que quand disons que les personnes qui prennent de l'aspirine, les contraceptifs oraux, ça détruit. Ce sont des médicaments qui détruisent continuellement la vitamine C au niveau de l'organisme. Donc, et même si on prend, ça ne va rien faire. OK? Et pour cette raison, il faut éviter d'en prendre simultanément. Ça veut dire que prendre la vitamine C et après de l'aspirine, et ça va agir, ça va interagir parce que ces médicaments-là, disons la vitamine C et ces médicaments-là sont faits compatibles. Non seulement il y a des médicaments qui détruisent la vitamine C à l'intérieur de l'individu de l'organisme, mais dans le cas des contraceptifs oraux et de l'aspirine, c'est incompatible avec la vitamine C. Vous ne prenez pas de la vitamine C avec de l'aspirine. Ou les contraceptifs oraux, ça nous les grenadines ou bien la grenadine. OK. Puis, où t'es parlé tout de citron, du citron dans de l'eau tiède le matin et puis tes gingembre en soirée. Donc, deux bagailles ça, mettons que citron le matin dans de l'eau tiède et puis tes gingembre dans la soirée. Alors, il y a pour un bon, comment on dit ça là, pas un bon analgésique, non? Un bon booster, c'est ça. Pour le système immunitaire là, c'est ça? C'est ça. Parce que nous commençons chaud dans le matin, nous finissons dans la soirée. Parce que nous prenons dormir, il faut de l'énergie. OK, pour chauffer, parce que la température a commencé à baisser la nuit. Là. Et puis, l'enlever dans le matin, puisque nous sommes dormis, tout organe a fonctionné au ralenti. Il faut qu'il y ait plus de carburant, il faut qu'il y ait plus d'énergie pour ça. Et on tisse l'eau tiède le matin, même sans citron même, il t'a pas forcé quoi. Parce que l'effet que le tiède. Parce qu'il faut chauffer le corps le matin. En tout cas, merci beaucoup, Dr Jean-Yvon. Alors, que ferons-nous sans nos médecins, sans nos spécialistes, sans nos scientifiques? Moi-même, pas qu'à vivre sans eux et je leur remercie
aussi longtemps qu'ils seront là. Et merci, merci, merci. Merci beaucoup, Dr Jean-Yvon. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à moi de vous remercier, monsieur. Bye. Parfait, bye-bye. Gary, tu vois, je pense que non seulement il faut faire la prévention c'est une des choses, sinon la meilleure en attendant un médicament, mais suivre les recommandations du docteur Jean-Yvon. Donc, moi, dès demain, je prends un morceau de citron dans de l'eau tiède, puis j'ai acheté des sachets de thé de gingembre. Je vais commencer à en prendre. En plus, Marlene m'avait donné un bocal de miel. De miel pur en plus. Je vais commencer à l'utiliser pour ça. Donc, moi, c'est une prévention que j'avais déjà commencé. Donc, c'est normal, tu as déjà une femme. Ah là là. En tout cas, je dois un petit peu aller à l'avance. Gary, non, on a peut-être le temps. Gary, tu sais, avec ce qui se passe dans le monde, je pense que la musique, avant de terminer l'émission, la musique appropriée pour clore, ou plutôt avant de faire les salutations et clore l'émission, ça sera la musique de Luc de la Rochelière, parce que les gens, avec le coronavirus, nous fait voir que la vie est vraiment si fragile. En tout cas, on va écouter Si fragile de Luc de la Rochelière. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir, on voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir, on meurt souvent bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent. Car la vie est si fragile, Vladimir. Effectivement, on comprend qu'il y a plusieurs... Pour ne pas dire la planète. La planète, c'est la vie, Gary. Et si fragile. Elle est si fragile. Surtout les gens, nos sympathies à tous ceux qui ont perdu, tous ceux et celles qui ont perdu un ami, un membre de la famille, frère, sœur, mère, père, enfant. Surtout les gens de la communauté haïtienne aux États-Unis qui ont perdu beaucoup de gens. Puis la tristesse, c'est que ils ne peuvent pas aller assister aux obsèques, à l'enterrement. Ça, c'est encore plus difficile, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident, en tout cas. Mais on commence à en perdre aussi dans la communauté à Montréal. Exactement. Il y en a quelques-uns. Il y a même un médecin, un médecin de 44 ans aux États-Unis qui est mort. Et on a perdu 2 médecins aussi à Montréal. Dr Lee, un homme de 41 ou 44 ans aussi, 44 d'origine asiatique. Mon Dieu, c'est vraiment difficile, puis c'est vraiment compliqué l'affaire de coronavirus, puis ça fragilise la vie. On comprend comment que la vie... J'espère que avec la colchicine, que le docteur Tardif va trouver la solution. En tout cas, je me croise les doigts aussi. Puis, parce que n'oublie pas, il a dit fin de confinement. Ouais, puis j'ai hâte parce que Gary, je pense que une chance qu'on est au printemps, parce que si c'était l'hiver encore, il allait avoir beaucoup de suicides. Puis il faudrait la prochaine fois qu'on essaie de parler à un psychologue, parce que c'est sûr que le confinement, ça va amener plusieurs problèmes, des problèmes d'ordre psychologique. En tout cas, il faudrait... je pense que les gens qui n'ont pas l'habitude d'être confinés risquent d'avoir de gros problèmes. En tout cas, il y a ceux qui vont péter les plombs. En tout cas,
Voilà. En tout cas, les salutations habituelles. Bien sûr, on va je vais finir avec nos auditeurs et auditrices habituels. Je vais saluer ceux qui ont écouté l'émission aujourd'hui. Aux États-Unis, on a mon ancien directeur Janvier, Jean-Alex, Maître Janvier, merci d'avoir écouté l'émission aujourd'hui. Au New Jersey, mon pasteur et ami Valsin, pasteur Valsin, salutations à vous, pasteur Destiné, Jéhovah Innocent, ainsi Guy, bien sûr Guy, merci à docteur Franz, docteur Tardif aussi qui était là, à Catherine Lafrance, Madame Nathalie Pierre-Antoine, toujours présente à donner les informations, les bonnes informations. Salutations à toute la gang, toutes les femmes de Radio Vertière, Madoua, Marcel, Marlene, Miss Rain, Stéphanie, l'Hélène, notre Hélène nationale, ainsi qu'à mon ami Willy Lebeau qui toujours branché, Patrice, toute la gang, nos gens, nos amis garés en Afrique, hein, un peu partout dans le monde, au Maghreb, les gens qui sont en Tunisie, qui nous écoutent au Mali, en Algérie. Merci à vous, puis nos fans du Québec, du Canada, ceux de Montréal, Hurley, puis Gary, ça se peut qu'aujourd'hui, j'attends les nouvelles. Mon deuxième neveu risque de venir au monde. Ma belle-sœur est à l'hôpital, donc salutations à mon neveu à venir. Et musique, maestro. Donc voilà, la vie, on continue avec... La vie est si fragile. Parce que la vie est vraiment si fragile. En tout cas, on vous aime, on pense à vous, gardez-vous bien, lavez-vous les mains, puis prenez toutes les mesures sanitaires, les mesures de précaution en attendant qu'il y ait un médicament. Puis les gens qui sont affectés au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, mais appelez au numéro concerné ou allez sur Internet www.colcorona.org et vous allez suivre les explications du docteur Tardif pour prendre rendez-vous. Allez, on continue, puis merci, à la semaine prochaine. La justice choisit où elle va et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie